La vallée de San Luis, dans le Colorado, fait partie des plus beaux espaces naturels des États-Unis. Des centaines de fermiers y élèvent leurs troupeaux, parmi lesquels Mike Duran. J'ai grandi dans le coin et j'ai toujours vécu ici. Mais le 8 mars 2009, un nuage vient assombrir l'existence de Mike. L'une de ses plus belles vaches a disparu. On l'a vu pour la dernière fois un vendredi. Le dimanche, quand je suis venu les nourrir, j'ai vu que son veau était tout seul. Il n'est pas rare qu'une vache s'éloigne du troupeau. Mais une tête de bétail représente beaucoup d'argent et doit être retrouvée sans tarder. J'ai fait le tour de la propriété à sa recherche, mais sans succès. Alors je suis monté sur un promontoire d'où je voyais toutes mes terres. Mike finit par localiser la vache. Mais il est trop tard. Je me suis dit qu'elle s'était tuée en tombant d'une hauteur. J'étais triste, c'était une bonne vache. Mais en l'examinant de plus près, il fait une horrible découverte. J'ai d'abord remarqué que ses pieds n'étaient plus là, puis que ses organes génitaux aussi avaient été coupés. C'était bizarre, parce qu'il n'y avait pas de sang autour, ni de traces de pas. La vache de Mike a été sauvagement mutilée. Mais cet acte incompréhensible ne restera pas isolé. En pleine nuit, un être non identifié s'est introduit sur le ranch Martin pour prélever les organes sexuels et d'autres parties d'un bœuf de 350 kilos. Je ne vois rien de ce côté. La coupure a l'air très nette. Au cours du XXe siècle, des cas de bétail mutilé ont été constatés dans le monde entier. Les détails de ces mutilations sont tous étrangement similaires. Il manque souvent les organes sexuels, la langue, les yeux et les oreilles. Les animaux sont aussi vidés de leur sang. Et rien ne permet d'identifier les coupables. Mike croit savoir ce qui a pu causer ces horribles mutilations. Ces entailles n'ont pas pu être faites avec une lame classique. On dirait que la chair a été cautérisée quand on l'a coupée, comme avec un laser. Je me suis dit, ils sont de retour. Je crois que la réponse vient d'ailleurs. On va dire que je suis fou, mais pour moi, il est probable que ça a été fait par des extraterrestres. Les sergents Rick Oakley et Doug Fogley de la police de l'Arkansas sont des experts en matière de mutilation de bétail. En 1979, ils enquêtent sur près de 40 cas similaires survenus dans le comté de Washington. Il y a eu une vague de morts inexpliquée sur du bétail. Nous avons enquêté pour savoir si c'était d'origine criminelle. J'ai couvert la plupart des cas de l'Arkansas. J'ai vu les photos, je suis allé sur place. Il y a eu beaucoup de théories, beaucoup de gens ont dit n'importe quoi. N'ayant jamais rien vu de semblable auparavant, ils mènent l'enquête en utilisant les méthodes classiques. Le shérif Herb Marshall est venu me parler d'un moyen pour savoir ce qui causait ces mutilations de bétail. Il décide de placer une vache morte sous surveillance vidéo dans l'espoir de découvrir comment apparaissent ces mystérieuses blessures. En quelques heures, on a vu le cadavre se remplir de gaz, ce qui a fait sortir ses organes à l'air libre. Ses yeux sont sortis, puis ont disparu rapidement, tout comme la langue et les organes sexuels. Mais la libération de ces gaz a-t-elle causé ces mutilations? Comment expliquer ces découpes rappelant celles faites par un laser que Mike Duran a vues sur sa vache? On a beaucoup parlé d'incisions chirurgicales, mais les seuls responsables, c'étaient les mouches. Quand un cadavre reste exposé au soleil, il se met à gonfler et ses organes sont expulsés par l'anus. Le sang attire les mouches à viande qui nettoient tout.
On a observé un cas typique de mutilation du bétail. Les mouches pondent leurs œufs dans la carcasse et les asticots naissent en quelques heures. Ce sont d'excellents chirurgiens, ils agissent très vite. On a obtenu ce résultat dans notre expérience. Il n'y a aucune différence entre les autres mutilations et l'expérience de Marshall. Je suis convaincu que nous avons écarté le moindre doute. Et depuis, les faits nous ont donné raison. Cette expérience fut bien menée, mais des questions demeurent. Pourquoi des animaux apparemment sains meurent-ils? Et pourquoi ne reste-t-il pas de sang? Christopher O'Brien est journaliste indépendant. Il enquête sur les mutilations de bétail depuis 1992. J'ai du mal à croire que des extraterrestres traversent la galaxie pour se faire des terrines de langue de bœuf ou je ne sais quoi d'autre. Quelqu'un doit savoir ce qui se cache derrière ces mutilations. Chris a une explication des plus sinistres. On a 350 témoignages très précis de survol en hélicoptère dans des zones de mutilation. Depuis, il y en a une centaine de plus. Ils s'intéressent à un fléau de la filière bovine, la maladie de la vache folle. La maladie de la vache folle est redoutable et peut être transmise à l'homme. Si la maladie est signalée dans un troupeau, les conséquences sont catastrophiques. Suite à l'épizootie au Royaume-Uni, 6 millions de têtes de bétail ont été abattues. Chris pense qu'il existe un lien entre cette maladie et les mutilations de bétail. La maladie est apparue en 1967, avec la première mutilation médiatisée. C'était un cheval, Snippy. Depuis, les mutilations se sont multipliées aux États-Unis. 32 États ont déjà été touchés. Et on ignore aujourd'hui ce qui les a causés. Je trouve curieux que la maladie soit apparue au moment où ces morts inexpliquées ont commencé à se produire. Et s'il y a des vaches folles dans notre filière bovine, ça expliquerait le déploiement de commandos, gouvernementaux ou non, qui prélèveraient les têtes de bétail pour vérifier l'état des troupeaux. L'armée américaine élitreille-t-elle en secret des vaches pour les analyser? Cela expliquerait l'absence de traces de pas près des cadavres. Mais pourquoi les organes auraient-ils été prélevés? Les tissus qui sont le plus souvent prélevés au cours des mutilations de bétail correspondent à ceux où les humains développent le plus de cancers. Je crois qu'il y a un lien. Ces organes sont aussi les tissus du corps qui se régénèrent le plus rapidement. C'est là que les effets de l'environnement se font sentir en premier. Cette affirmation n'est pas anodine. Mais pourquoi faire ça en secret? Si le gouvernement révélait qu'il surveille des dysfonctionnements dans la filière bovine, les consommateurs de viande rouge seraient pris de panique. C'est inenvisageable. Le gouvernement américain mutilerait-il des têtes de bétail aux quatre coins du monde au nom de la science? Un homme pense le contraire. Selon lui, la vérité est bien plus sordide. Un peu partout dans le monde, on retrouve des bovins mystérieusement mutilés. Est-ce l'œuvre d'extraterrestres? Tout indique qu'une intelligence extraterrestre effectue des prélèvements de tissus d'animaux pour se documenter sur la faune terrestre. Phil Hoyle dirige le laboratoire britannique des pathologies animales. Il pense que les extraterrestres sont responsables et que leur technologie est bien plus avancée que la nôtre. Les plus étranges récits de fermiers dont les animaux ont été mutilés font état de sphères lumineuses contenant des ovnis. Leurs déplacements ne ressemblaient à ceux d'aucun aéronef humain.
Nous sommes en mesure de penser que ceux qui font ça utilisent des rayons de transfert permettant d'annuler la gravité. Quand l'animal est dans le faisceau du rayon, il est soulevé jusqu'au vaisseau, où il est disséqué avant d'être reposé au sol. Les organes prélevés sont envoyés vers une autre destination, probablement pas sur notre planète. Et qui sait ce qu'ils en font là-bas? Des rayons de transfert expliqueraient l'absence d'indices autour des vaches retrouvées. Mais Phil Hoyle peut-il expliquer la chirurgie de précision? Oui. Sur certaines des blessures que nous avons examinées, il est effrayant de voir que la découpe des tissus indique qu'ils ont été entaillés par quelque chose qui n'a rien à voir avec un scalpel. Ça dépasse forcément de beaucoup notre technologie à l'heure actuelle. Les entailles sont nettes, précises, en ligne droite. Des fois, on retrouve un épais résidu noir sur les carcasses et les analyses ont montré qu'il s'agissait d'hémoglobine. Les globules blancs et rouges ont été séparés par une centrifugeuse. Et ça ne peut être fait qu'en laboratoire. Un prédateur ne peut pas le faire. Phil Hoyle est convaincu d'avoir raison. Il juge que les autres théories sont saugrenues. Si des larves ont fait ça, qui a mutilé les vaches retrouvées quelques heures à peine après leur disparition? Des larves géantes? Si des extraterrestres enlèvent et mutilent nos paisibles ruminants, dans quel but le font-ils? Je crois que des civilisations extraterrestres nous surveillent en secret. Ils étudient nos habitudes alimentaires et l'environnement en prélevant des échantillons d'ADN animal. Ils doivent nous vouloir du bien, sinon ils nous auraient déjà anéantis. Beaucoup de questions restent sans réponse. Les mutilations de vaches font-elles partie d'une conspiration du gouvernement américain? Ont-elles des causes naturelles? Ou des extraterrestres projettent-ils de nous envahir? C'est un mystère. C'est bizarre, vraiment bizarre. Ou pas. Jim Sparks a les pieds sur terre. J'ai la réputation d'être une personne honnête et rationnelle. Mais en 1969, une série d'événements vient ébranler sa santé mentale. Je me suis mis à faire toujours le même rêve. Quelque chose rentrait dans ma chambre pour me tirer de mon lit, puis on m'emmenait dans les bois. Jim s'efforce d'abord de ne rien y voir d'insolite. Mais les rêves deviennent bientôt beaucoup plus angoissants. Durant mon sommeil, j'ai été paralysé d'un coup. J'entendais un fort tourbillonnement dans ma tête. J'étais paralysé, je ne pouvais pas m'enfuir. Le bruit devenait assourdissant. Et je sentais quelque chose remonter sur mon ventre. Et quand cette chose a atteint la zone de mon cœur, il s'est mis à battre à toute allure. C'était des sensations atroces. Mes cordes vocales étaient paralysées, mais je hurlais dans ma tête, je ne veux pas mourir. Ensuite, j'ai senti une accélération effrayante. Et j'ai continué à crier dans ma tête. Je ne veux pas mourir, je ne veux pas mourir. Après ça, j'ai fini par m'évanouir. À son réveil, Jim a du mal à croire où il se trouve. J'étais dans une pièce très éclairée et on ne voyait pas d'où venait la lumière. Essayez de vous rendre compte. Je me retrouvais dans un endroit totalement inconnu et sans savoir pourquoi. Mais Jim sait une chose, il n'est pas seul. Ces êtres n'avaient rien de commun avec nous.
Ils étaient très méthodiques. Ils faisaient les choses vite et efficacement. Et quand ils s'adressaient à moi, ils ne me disaient pas toujours ce que j'avais envie d'entendre. Ils ont fait toutes sortes de tests, à la fois psychiques, physiques et médicaux. J'étais terrorisé. Je ne comprenais pas ce qui se passait, mais je savais que je vivais ma première expérience paranormale. Je ne pouvais comparer ça à rien de ce que j'avais vécu. Je ne savais pas que c'était des extraterrestres. Je les suppliais de me dire où j'étais, pourquoi j'y étais et à qui j'avais affaire. La vie de Jim prend alors un tour nouveau. Ce qu'il affirme aujourd'hui est stupéfiant. J'ai été enlevé de très nombreuses fois au cours de ces 23 dernières années. Beaucoup de gens ne me croiront pas, mais c'est la vérité. Suite à une série d'événements troublants, un homme affirme que des extraterrestres l'ont tiré de son lit pour lui faire subir des tests. Est-ce possible? Susan Clancy est chercheuse en psychologie à Harvard. Ces témoignages d'enlèvement ont pour elle une explication simple. Des extraterrestres ont-ils enlevé des gens pour faire toutes sortes de tests? Peut-être. Mais il s'agit probablement de paralysie du sommeil. La paralysie du sommeil est une pathologie peu connue. 30 à 50% des gens en font l'expérience au moins une fois dans leur vie. C'est l'une des choses les plus étranges qui puissent vous arriver en dormant. La plupart de ceux qui ont vécu une paralysie du sommeil ne font pas le rapprochement avec les extraterrestres. Mais beaucoup veulent savoir ce qui leur arrive et s'inventent des explications. Ils peuvent se dire qu'ils sont fous, qu'il faut une crise cardiaque, qu'un cambrioleur les a attachés ou qu'ils se font enlever par des extraterrestres. J'ai vécu un épisode de paralysie du sommeil. J'écrivais un article sur le sujet peu après avoir accouché et je me suis endormie sur le canapé. À mon réveil, je tournais dans les airs comme une toupie et des inconnus m'observaient. Je me suis dit, c'est réel. Des gens se font vraiment enlever. La paralysie du sommeil peut être causée par une rupture des cycles du sommeil. Un décalage horaire, un nouveau-né qui vous fait passer une nuit blanche ou une garde de nuit. Durant le sommeil, les neurotransmetteurs du cerveau émettent des signaux qui paralysent la plupart des muscles pour que le corps ne réagisse pas au rêve. On est tous paralysés quand on dort, et tant mieux. Autrement, on enverrait tout promener ou on frapperait son conjoint. Mais ce mécanisme utile peut devenir un problème si le cerveau se réveille avant le corps. Ce phénomène a pu être observé au cours de tests cliniques. Cette paralysie que certains vivent au réveil est celle qui accompagne normalement notre sommeil. On se retrouve momentanément bloqué entre le sommeil et l'éveil. On sait qu'on est réveillé, mais notre corps est encore endormi, d'où la paralysie. Imaginez maintenant une paralysie du sommeil qui survienne juste après un rêve. Les images et les sensations tirées de votre rêve vont empiéter sur vos sensations réelles. C'est une expérience terrifiante. Dans cet état paradoxal, des visions cauchemardesques peuvent s'immiscer dans notre conscience. On sent une présence près de soi. On veut crier, mais c'est impossible, car on est paralysé. On ressent une forte douleur au ventre, comme si cet être montait sur le lit pour vous comprimer le torse.
Ça ressemble à ça, une paralysie du sommeil. Il y a un lien entre les cas de paralysie du sommeil et les souvenirs d'enlèvement par des extraterrestres, mais ce n'est pas la même chose. Si une paralysie du sommeil peut induire une sensation d'enlèvement, c'est à cause de son caractère inédit, que certains associent à une intervention extraterrestre. Tous ceux qui viennent de vivre un épisode de paralysie se demandent ce qui s'est passé. Parmi eux, les gens qui sont réceptifs à l'idée d'enlèvement par les extraterrestres vont faire le rapprochement avec ce qu'ils viennent de vivre. Ils cherchent une réponse. C'est parfaitement naturel. Les milliers de personnes qui disent avoir été enlevées par des extraterrestres auraient-elles été victimes de paralysie du sommeil? À moins que ces récits étranges n'aient une autre explication. Michael Persinger, docteur en neurosciences, pense avoir résolu ce mystère grâce à une invention étonnante, le casque de Dieu. Ce casque permet d'envoyer vers le cerveau des champs magnétiques de très faible intensité, pas plus que celui d'un écran d'ordinateur. Ces champs magnétiques sont contrôlés par un programme qui les module sur une échelle de 0 à 256. On enregistre d'abord les variations magnétiques cérébrales d'individus qui disent vivre ce genre d'expérience et le casque peut les reproduire. Le casque a été conçu pour comprendre ce qui rend notre cerveau réceptif aux phénomènes religieux. Mais en 2005, au cours d'une série d'expériences, Persinger découvre qu'il produit des effets inattendus et bizarres. Vous dites avoir ressenti une présence. Oui, il y avait quelque chose près de moi. La majorité des sujets identifient cette chose comme étrangère à eux. Ces volontaires affirment avoir vu des extraterrestres autour d'eux. Persinger pense que ces visions sont induites lorsque les champs magnétiques du casque stimulent l'un des lobes temporaux du cerveau. Voici un cerveau humain. Il se présente d'un bloc, mais on distingue les deux hémisphères. Ce n'est que quand on stimule l'hémisphère droit que les sujets disent sentir ces présences. Pourquoi le cerveau droit est-il à l'origine de ces hallucinations? Les deux hémisphères du cerveau humain sont assez différents. Le gauche est le siège du langage. Il utilise des mots pour appréhender la réalité. Mais l'hémisphère droit ne se sert pas du langage. Il n'enregistre que des formes et des sensations brutes. Mais pourquoi voit-il des extraterrestres? La plupart des images stockées dans notre hémisphère droit renvoient à notre propre apparence. D'après Persinger, la stimulation de cette zone projette autour de nous ces images, alors interprétées comme des entités étrangères. Quand il en est conscient, le sujet perçoit ces images comme étrangères à lui. Selon sa culture, il les interprète par exemple comme des anges ou des démons. Dans notre société, tournée vers l'espace, le sujet voit des extraterrestres. Mais il reste un problème. Les gens tels que Jim Sparks ne dormaient pas avec ce genre de casque. Pourquoi ont-ils vu des extraterrestres? Certaines personnes y sont plus sensibles que d'autres. Ils décèlent des changements infimes dans leur environnement. La stimulation peut venir d'un seul neurone. Qu'est-ce qui fait réagir ce neurone? Ça peut être la sensibilité électrique intrinsèque d'un sujet. D'autres fois, c'est un champ magnétique externe, comme ceux produits lors des mouvements tectoniques précédant un séisme ou lors d'un orage magnétique. Ça explique les vagues de témoignages paranormaux simultanés, car tous ces gens sont stimulés au même moment. Les artistes sont particulièrement sujets à ces expériences. C'est ce qu'ils appelaient autrefois les muses, des êtres d'une autre dimension venus leur apporter l'inspiration ou leur révéler l'avenir. De nos jours, les expériences paranormales semblent aussi réelles à ceux qui les vivent que les muses pour les poètes d'autrefois.
Les récits d'enlèvement sont-ils simplement le fruit d'une pathologie du sommeil, d'une illusion du cerveau, ou bien sont-ils authentiques? Un homme pense qu'il y a de quoi s'inquiéter. David Jacobs, professeur à l'université de Temple, a passé sa vie à étudier les récits d'enlèvement par des extraterrestres. Sa conclusion est inattendue. Je doutais de la véracité de ces récits au début de mes recherches, mais les indices que j'ai recueillis m'ont amené à penser que ces enlèvements sont réels. En 30 ans, Jacobs a compilé un nombre impressionnant de témoignages. J'ai étudié à peu près 1100 récits d'enlèvement, rapportés par environ 150 personnes. Tous ces gens n'ont rien à gagner à venir me raconter qu'ils ont été enlevés par des êtres venus d'une autre planète. Ça va contre leur intérêt. Ils passent pour des fous, ils ne veulent pas que je les cite, ni qu'on sache qu'ils sont venus me voir. Certains témoins m'ont même donné un faux nom, et c'est quelque chose que je comprends. Certains ont été enlevés avec leur famille, avec des inconnus, en groupe entier, leurs témoignages se recoupent. Devons-nous croire les milliers de personnes qui disent avoir vécu ces enlèvements? Mais dans ce cas, que nous veulent les petits hommes verts? Beaucoup de témoins pensent que ces êtres ont de bonnes intentions. Ils parlent de halos lumineux qui se soucient de notre sort. Mais Jacobs pense que les extraterrestres ont de sombres intentions. Les gens confrontés à des ovnis font des récits étranges. Ils oublient ce qu'ils ont fait sur plusieurs heures. Et ceux qui les accompagnent sont dans le même cas. Les extraterrestres effacent-ils la mémoire de leurs victimes? Et si oui, dans quel but? Jacobs espère trouver la réponse grâce à l'hypnose. Je sens que je glisse du lit. Êtes-vous seul? Non, je sens des êtres autour de moi. Ils sont de chaque côté. J'ai très peur. Grâce à l'hypnose, je me suis souvenu avoir subi un genre d'examen médical. Tous les témoins disent la même chose. On les allonge sur une table où une série de tests physiques, psychiques et sexuels sont pratiqués sur eux. À un moment, un être gris se tient très près d'eux et les fixe du regard. Ils ne peuvent pas détourner les yeux et quelque chose se passe dans leur tête. Il peut s'agir d'images rapides ou de sensations, toutes sortes de choses suggérées par ces êtres. Les femmes se font prélever des ovules et les hommes du sperme. Pourquoi des extraterrestres feraient-ils cela? Au fil des séances, les témoins confient à Jacobs des récits toujours plus étranges. Je me souviens d'une fois où j'avais dans les bras un genre de nourrisson. Ce bébé avait la peau très pâle. Il semblait très faible et il avait peu de cheveux. Je le réconfortais. C'est tout ce dont je me souviens. C'était un souvenir très fugace dans l'enlèvement, mais ça m'a intriguée. C'était incompréhensible. Dans tous les témoignages, ces bébés ou ces enfants ont l'air d'hybrides, entre humains et extraterrestres. Certains penchent plus d'un côté ou de l'autre. Pour Jacobs, il n'y a qu'une explication. Les extraterrestres font des croisements avec les humains. Pourquoi tous ces gens font les mêmes récits? Nous pensons que les extraterrestres veulent se fondre parmi nous. Pourquoi le font-ils? Nous n'en avons aucune idée. C'est actuellement la principale inconnue dans nos recherches.
Les extraterrestres ne donnent pas de raison. Donc, nous ne savons pas. Si c'était psychologique, les témoins inventeraient une raison, comme ils inventent le reste. On aurait toutes sortes de réponses. Mais on ne sait rien. On imagine qu'ils veulent dominer notre espèce. J'ai peur pour mes enfants et pour toutes les générations à venir. Je pense qu'ils ne se doutent pas de l'avenir qui les attend. Des extraterrestres enlèvent-ils des humains dans le but de créer une race hybride qui colonisera la Terre? Sont-ils déjà parmi nous? Tant que nous n'aurons pas la réponse, nous nous demanderons si c'est bizarre ou pas. En août 1977, un puissant télescope intercepte ce qui est peut-être le message le plus important de notre histoire. S'agirait-il du tout premier contact avec des extraterrestres? En 1977, Jerry Ehman est un professeur d'université au passe-temps hors norme. Il traque la vie extraterrestre. Je travaillais comme bénévole à l'Observatoire radio de l'Université de l'Ohio. Jerry est chargé d'étudier les données relevées par un télescope géant surnommé la Grande Oreille. La Grande Oreille est une antenne radio géante censée capter d'éventuels messages de l'espace. Cela revient à chercher une aiguille dans une botte de foin. J'ai épluché les relevés pendant des mois, sans rien voir de spécial. Le 15 août 1977, à 22h16, après des années de quasi-silence radio, la Grande Oreille reçoit enfin un signal. Durant 72 secondes, elle retranscrit un message susceptible de changer la face du monde. J'ai regardé le relevé et au bout de quelques pages, j'ai vu le signal. C'était très inhabituel. Les relevés de la Grande Oreille ne contenaient jusque-là que des 1 et des 2, indiquant des signaux aléatoires de faible amplitude. Mais ce que Jerry observe est bien différent. C'était marqué 6 EQUJ5, une suite de chiffres et de lettres indiquant un signal qui gagne en puissance, avant de disparaître progressivement. J'ai appelé le directeur de l'observatoire. On a comparé ça aux sources connues d'ondes radio, comme les planètes et les satellites. Mais rien ne collait avec le signal. Alors, je l'ai entouré et j'ai écrit « Wow ». Comme ça ne ressemblait à rien d'autre, on l'a appelé le signal « Wow ». David Grinspoon est docteur en astrobiologie. Il pense que ce signal radio devrait être pris au sérieux. Il est très possible qu'il s'agisse d'un message provenant d'une intelligence extraterrestre. Avons-nous reçu un appel d'un autre monde? Comment le docteur Grinspoon peut-il être aussi affirmatif? La bande passante de ce signal est très étroite. Son énergie est concentrée sur une seule fréquence radio. À la moindre variation de la fréquence de réception, on ne reçoit plus rien. Des ondes radio naturelles de toute fréquence voyagent dans l'espace. Les signaux à bande étroite n'ont qu'une fréquence, ce qui leur permet de parcourir de très longues distances. Mais si une civilisation extraterrestre a émis le signal de la Grande Oreille, où se trouve-t-elle?
On sait de quelle direction il provient. C'est un point de la voûte céleste qui est dans la constellation du Sagittaire. La constellation du Sagittaire est un groupe d'étoiles visibles les nuits d'été. Si l'on en croit Greenspoon, la source du signal pourrait être située dans notre galaxie. Vu le nombre de systèmes planétaires découverts récemment, il y a des milliards de planètes dans notre galaxie. Il y en a forcément quelques-unes avec de la vie. Mais le mystère qui entoure ce signal ne s'arrête pas là. Si des extraterrestres nous ont vraiment envoyé un message, ils l'ont fait une seule fois. Dans l'espoir de capter de nouveau ce signal, on a couvert cette portion du ciel une centaine de fois. Mais ça n'a rien donné. L'astronome Dan Wertheimer a analysé le signal WOW. Il pense en connaître l'origine. C'est un signal intéressant. Ces gars-là étaient des pionniers dans le domaine à l'époque, mais je doute qu'ils soient entrés en contact avec des extraterrestres. Mais qu'a donc trouvé Jerry Eman s'il ne s'agit pas d'une vie extraterrestre? Les télescopes radio sont très sensibles. Ils détectent tous les signaux passant dans leur faisceau. Malheureusement, ils en détectent qui viennent d'autres directions. Cette pollution provient des téléphones portables, des antennes de télévision, des radars, des avions. Chaque seconde, des milliards d'ondes radio sont générées par l'homme. La plupart sont considérés comme des parasites par les télescopes radio. Mais le signal WOW a duré 72 secondes et n'a été diffusé que sur une fréquence. La technologie humaine a-t-elle pu produire un tel signal? La réponse est oui. Ce relevé peut provenir d'un satellite passant au-dessus de l'antenne. Plus il se rapproche de la verticale, plus le signal s'intensifie et il décroît quand le satellite s'éloigne. Beaucoup de relevés ressemblent au signal WOW, mais ce ne sont pas des extraterrestres. Jerry Eman a-t-il attribué aux extraterrestres une simple transmission satellite? Ça semble crédible, mais il reste un gros problème. On a étudié la trajectoire de tous les satellites connus, mais aucun n'était dans la zone à ce moment-là. Les ont-ils tous pris en compte? A-t-il pu y avoir un satellite militaire secret dans les parages? Un satellite en orbite à moins de 500 ou 600 km d'altitude serait passé trop vite. On n'aurait pas enregistré ce signal. Mais si ce n'est ni un satellite, ni un message extraterrestre, quelle a pu être l'origine de cet étrange signal radio? L'astronome Caleb Scharf observe les régions les plus reculées de notre univers. Ce qu'il a vu l'amène à penser que le signal WOW n'a été émis ni par des humains, ni par des extraterrestres. C'est peut-être un phénomène naturel inconnu. Mais on a fait des conjectures à partir de ce qu'on connaît. Et rien ne correspond aux caractéristiques du signal. Mais si ce signal radio n'était pas naturel, comment l'expliquer? Avons-nous intercepté par hasard une conversation extraterrestre? Si c'est le cas, il reste une ultime question. Quel en était le sens? Pour moi, c'était une communication entre vaisseaux. On a dû la capter par accident, parce qu'elle est apparue et a disparu sans crier gare. Le plus fou, c'est que le signal WOW continue sa course à travers l'espace, à des années-lumière de la Terre. C'est un phare dans la nuit, pour nous rappeler que notre quête n'est pas vaine et qu'il reste des mystères à percer. Au final,
le mystère reste entier. Le signal WO n'est-il qu'un parasite de l'activité humaine? Est-ce la résurgence étrange d'un trou noir? Ou bien s'agit-il de la première preuve que nous ne sommes pas seuls? Jusqu'à présent, on ne peut que se demander, est-ce bizarre ou pas? Les mystères se suivent et les récits paranormaux ne se ressemblent pas. De ce fermier du Colorado qui retrouve sa vache inexplicablement mutilée, à cet homme du Texas que l'on tire de son lit nuit après nuit pour lui faire subir des tests qui défient son entendement, en passant par cet astronome de l'Ohio qui reçoit un étrange message venu de l'espace. Ces récits prouvent-ils que nous sommes entrés en contact avec une intelligence venue d'ailleurs? Pouvons-nous ignorer des milliers de témoignages sincères? À vous de décider.